Dans cette vidéo, j'entre dans un paragraphe 4 qui est consacré au règlement du PLU. J'ai vu auparavant, dans la précédente vidéo, les premiers éléments du PLU, c'est-à-dire le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, les orientations d'aménagement et de programmation. Le règlement du PLU est l'aspect le plus important du PLU, puisque c'est dans cette partie du PLU que sont fixées précisément les interdictions, les restrictions au droit de construire. Notamment, le règlement du PLU institue un zonage, zone agricole, zone urbaine, zone à urbaniser, zone naturelle et forestière, dans lesquelles les possibilités de construire seront plus ou moins ouvertes. Donc, quand on demande un permis de construire, la première chose qu'on regarde, c'est de savoir si dans le règlement du PLU, dans quelle partie du règlement, dans quelle zone est située la parcelle et quels sont les droits de construire dans cette parcelle. Voilà la définition qui est donnée du règlement du PLU à l'article L151-8 du Code de l'urbanisme. Le règlement du PLU fixe en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable que j'ai vu dans la précédente vidéo, qui fixe les orientations, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3 du Code de l'urbanisme. Je vous rappelle que ces articles que j'ai vus au début de ce cours sont les articles qui fixent la politique d'urbanisme. Quels sont les objectifs que peut poursuivre une commune qui mène une politique d'urbanisme. Le rapport entre le règlement et le PADD n'est pas un simple rapport de compatibilité, mais un rapport de conformité. C'est l'article L152-1 du Code de l'urbanisme qui le dit, et la solution est confirmée par un arrêt du Conseil d'État du 2 octobre 2017, numéro 398 322, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Dans cette affaire, le Conseil d'État juge que la commune ne pouvait pas classer dans son PLU un terrain en zone agricole, alors que l'orientation numéro 16 du projet d'aménagement et de développement durable prévoyait dans ce secteur des zones d'extension économique et d'équipement nécessitant au moins partiellement une urbanisation. Or, la zone agricole exclut en principe l'urbanisation. Donc, le règlement n'était pas conforme avec le projet d'aménagement et de développement durable. Le Code de l'urbanisme indique dans sa partie législative et dans sa partie réglementaire quelles sont les dispositions qui peuvent être contenues dans le PLU. Il n'est pas possible d'en sortir. Donc, vous voyez, si on veut savoir quel est le contenu possible du règlement du PLU, il faut se reporter au Code de l'urbanisme, dans la partie législative, et comme dans la partie réglementaire, c'est celle que je vais voir maintenant. Et c'est pour ça, par exemple, vous voyez, le PLU a été créé par la loi SRU de 2000, et auparavant, le document d'urbanisme en vigueur était le plan d'occupation des sols. Les communes n'ont pas abandonné le POS immédiatement. Et encore, je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a 4 ou 5 ans, il y avait encore des POS en vigueur. Mais ce n'étaient pas des documents d'urbanisme interchangeables. Le contenu du POS était donné par le Code de l'urbanisme, comme le contenu du PLU est donné par le Code de l'urbanisme, et le contenu d'un POS était moins riche, le contenu possible. Parce que, par exemple, les préoccupations de mixité sociale, les préoccupations environnementales n'étaient pas présentes lorsque la législation a fixé les règles du POS, même si elles ont évolué. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, il y a un enjeu pour une commune à passer d'un plan d'occupation des sols à un PLU. Vous voyez, par exemple, pour une restriction, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 23 juin 2020, numéro 19 LY 01 295. Et dans cette affaire, donc c'est le conseil municipal de Saint-Didier sur Chalaronne qui a approuvé la modification du PLU et une association attaque cette délibération. Le règlement du PLU autorise l'installation de surfaces commerciales supérieures à 300 mètres carrés et interdit l'installation de toute galerie marchande ou commerce de proximité. L'association reproche à ce règlement de ne pas avoir interdit, je ne sais pas pourquoi, l'installation de surfaces alimentaires. La Cour administrative d'appel écarte l'argument parce que, en vertu du Code de l'urbanisme, le règlement du PLU ne peut pas régir la spécialité des surfaces commerciales et interdire, par exemple, les surfaces alimentaires de s'implanter sur le territoire communal.
Le code de l'urbanisme donc définit le contenu du règlement, du PLU. Il faut voir en particulier l'article R151-11 du code de l'urbanisme. Voilà ce que dit cet article. Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seule la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L152-1. C'est un article que j'ai vu dans la vidéo précédente et qui indique que les autorisations d'urbanisme, le permis de construire, doit être conforme au règlement du PLU. Et donc, cet article nous donne le contenu de cette obligation de conformité. L'article R151-11 ajoute que les règles peuvent être écrites et graphiques lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique. La partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. En pratique, la commune ajoute souvent au règlement du PLU tel qu'il vient d'être défini des cahiers de recommandations. Donc, on pouvait douter de la légalité de ces cahiers de recommandations, puisque je vous ai dit que le contenu du règlement du PLU est donné par le Code de l'urbanisme et que le Code de l'urbanisme ne parle pas de cahiers de recommandations. Alors, le Conseil d'État a dû se prononcer sur la valeur juridique de ces cahiers de recommandations dans un arrêt à propos de la commune de Montgeron. C'est un arrêt du Conseil d'État du 2 juin 2023. Conseil d'État 2 juin 2023, numéro 461 645. L'arrêt est mentionné dans les tables du recueil Lebon. Donc, dans cet arrêt, le Conseil d'État admet à certaines conditions la légalité de ces cahiers de recommandation et leur opposabilité aux autorisations d'urbanisme. C'est-à-dire que le maire peut fonder une autorisation d'urbanisme, un permis de construire, sur ces cahiers de recommandation. Dans cette affaire, le maire de Montgeron donc, délivre un permis de construire autorisant la surélévation d'un immeuble afin d'y aménager 8 logements. Mais le maire a assorti son permis de prescription. Ainsi, pour les volets extérieurs de la construction, il a indiqué que ceux-ci devaient être des volets battants, persiennes en bois, peint, munis de lames à la française ajourées. Et il y a des dispositions également relatives aux portes d'accès. Donc, le pétitionnaire qui a demandé le permis de construire conteste le permis en tant qu'il est assorti de ses prescriptions. Il ne demande pas l'annulation du permis puisqu'il a demandé. Il demande le maintien du permis, mais l'annulation de ses prescriptions sur les persiennes et sur les portes d'entrée. Pour imposer ces prescriptions, le maire s'est fondé sur un cahier de recommandations qui est annexé au règlement du PLU, qui va permettre, vous voyez, il y a des prescriptions qui sont données dans ce cahier de recommandation sur les persiennes, les portes d'entrée, etc., pour maintenir une certaine harmonie à la ville. Le pétitionnaire soutient que ce cahier, n'étant pas prévu parmi les éléments du PLU, ben, ce n'est pas le rapport de présentation, ce n'est pas le PADD, ce n'est pas des OAP, ce n'est pas le règlement, il est illégal. Le maire ne pouvait pas se fonder sur ce cahier pour assortir le permis de prescription. Le cahier, dans cette affaire, fait 75 pages, hein, pour vous donner une idée. Et, eh bien, le Conseil d'État juge qu'à certaines conditions, à 2 conditions qu'il pose, le cahier de recommandation est opposable. Le maire peut se fonder sur lui pour examiner une demande de permis et éventuellement la refuser ou la sortir de prescription. Il faut d'abord que le cahier de recommandation fasse l'objet d'une référence dans le règlement du PLU, c'est-à-dire que la commune ou l'intercommunalité, dans son règlement du PLU, fait référence à ce cahier de recommandation. Et second élément, le cahier doit se contenter d'expliciter ou de préciser, sans les contredire ni les méconnaître, les règles figurant dans le règlement du PLU. C'est un document subordonné. À ces 2 conditions, le cahier de recommandation, qui pourtant n'est pas prévu par le Code de l'urbanisme, est légal. En revanche, dans le même arrêt, alors ce n'est pas le même problème, mais j'en parle parce que c'est dans l'arrêt, le Conseil d'État a censuré l'obligation qui était faite aux titulaires du permis de construire,
obligation qui avait été posée par le maire, qui avait demandé que, avant de poser les portes d'accès à l'immeuble, avant de les réaliser et de les poser, eh bien, le maire avait exigé du pétitionnaire, du titulaire du permis, qu'il le prévienne la mairie afin qu'elle donne son avis sur la pose des portes. Et cela, le Conseil d'État censure parce que, en vertu de l'article L423-1 du Code de l'urbanisme, l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme est régie par un décret en Conseil d'État. Il est dans la partie réglementaire du Code, je la verrai là ultérieurement. Le pouvoir réglementaire local ne peut donc pas imposer des formalités supplémentaires. Alors, premier élément, tout d'abord, si on cherche à voir quelles sont les dispositions essentielles dans le règlement du PLU, il faut se reporter, comme je viens de vous le dire, au Code de l'urbanisme qui distingue 3 sous-sections pour présenter le règlement du PLU. Affectation des sols et destination des constructions, c'est ce que je verrai dans le grand A. Deuxièmement, qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, équipement. Et puis, et troisième élément, équipement, réseau et emplacement réservé. Donc, je vais voir dans le grand A l'affectation des sols et la destination des constructions. C'est le premier objet du règlement du PLU, article L151-9. Le règlement du PLU délimite les zones urbaines, zone U, ou à urbaniser, zone AU, et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées, et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir en fonction des situations locales les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. Voilà ce que dit l'article L151-9. Je le précise dès maintenant, dans ce zonage, la commune ou l'intercommunalité va donc diviser le territoire en zones urbaines, à urbaniser, naturelles, agricoles. Eh bien, dans cette délimitation, dans ce zonage, la commune n'est bien sûr pas liée, n'a pas l'obligation de respecter les limites parcellaires. Cour administrative d'appel de Douai, 15 décembre 2020, numéro 20 DA 01043. C'est-à-dire qu'une parcelle d'un propriétaire peut être en partie en zone naturelle et puis une autre partie en zone urbaine. C'est possible. Et c'est assez fréquent. Il faut ensuite aller dans la partie réglementaire pour avoir la définition des différentes zones que je viens d'énumérer. Les zones urbaines sont dites zones U. Voilà ce que dit l'article R151-18. Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Donc, on est dans des zones qui sont déjà construites et la logique implique que si on doit construire à l'avenir, il faut privilégier ces zones puisque nous savons par ailleurs que depuis une vingtaine d'années et de manière plus accentuée depuis la loi climat et résilience de 2021, on cherche à éviter l'étalement urbain. Deuxième zone, les zones à urbaniser, dites AU, à urbaniser, peuvent être classées en zone urbanisée les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Ce sont des secteurs dans lesquels la commune projette ou l'intercommunalité projette de se déployer à l'avenir. Et alors là, il faut le dire dès maintenant, il y a 2 catégories de zones à urbaniser. Voilà ce que dit l'article R151-20. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant d'assainissement, mais des communes qui ne sont pas couvertes par un réseau d'assainissement existant, à la périphérie immédiate d'une zone AU. Donc lorsque ces réseaux, ces voies existent à la périphérie immédiate d'une zone AU, avec ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Il suffit de raccorder. Et que des OAP, orientation d'aménagement et de programmation, que j'ai vu dans la vidéo précédente. Et le cas échéant, le règlement. On a défini les conditions d'aménagement et d'équipement. Et les constructions, ils sont autorisées dans cette zone AU, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, c'est-à-dire une opération cohérente de construction, par les permis de construire délivrés au cas par cas, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les OAP. On avait vu tout à l'heure dans la précédente vidéo qu'il peut y avoir, que l'OAP peut
prévoir les modalités de réalisation, la programmation de l'ouverture des zones AU. Et le cas échéant, le règlement. Donc c'est normal, hein. Il y a des voies et des réseaux à la périphérie immédiate de la zone, mais il va falloir réaliser des équipements à l'intérieur de la zone pour accorder. Ça, c'est la première hypothèse donc, de zone AU, celle dans laquelle l'ouverture à l'urbanisation ne se heurte pas à de grandes difficultés. Seconde modalité, seconde zone AU, là, ça va être plus compliqué. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité, le cas échéant d'assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions, l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU, comportant notamment les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Ça va être plus difficile, puisqu'il va falloir repasser à la procédure de modification, voire de révision du PLU. Troisième zone définie dans le règlement du PLU, les zones agricoles. Zone A peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Article R 151-22. Et puis enfin, les zones naturelles et forestières sont dites zones, c'est les zones N, comme naturelles, peuvent être classées en zones naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, donc peu importe que ce soit qu'il y ait des réseaux, à protéger en raison, ce sont des zones à protéger, soit en raison de la qualité des sites, des paysages, des espaces naturels, soit de l'existence d'une exploitation forestière, il faut permettre son déploiement, soit de leur caractère d'espace naturel, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d'expansion des crues. C'est l'article R 151-24 qui nous donne cette définition de la zone naturelle. Pour le dernier point, c'est évident. Si, on en a encore eu les exemples récemment, si on sait que des terrains sont régulièrement inondés, il ne faut pas y construire. Et la meilleure solution pour ne pas y construire, eh bien, c'est de classer le terrain inconstructible. Ce qui est le cas si le terrain, comme je le verrai après, si le terrain est classé zone naturelle. Dans la zone naturelle, les constructions sont en principe interdites, sauf quelques exceptions. Donc, vous voyez, la zone naturelle, c'est une zone soit qu'il faut protéger, parce qu'elle présente un intérêt naturel, environnemental, soit il faut protéger ceux qui auraient l'idée d'y construire. Comme je le disais, hein, la commune peut classer en zone N une parcelle qui accueille déjà du bâti. Vous pouvez être promené dans la campagne, vous voyez une maison isolée. Si la commune est dotée d'un PLU, tout porte à croire que cet espace est classé en zone naturelle ou agricole, mais la maison a été construite il y a 50 ans avant le PLU et elle reste là. Et ce n'est pas parce qu'il y a une maison que ça exclut le classement en zone N. Et il est assez fréquent d'ailleurs hein, qu'un propriétaire conteste le PLU en tant qu'il a classé son terrain en zone naturelle. Il conteste parce qu'il n'aura pas le droit de construire, donc son terrain a une valeur faible, et il soutient que son terrain est desservi par les réseaux. Ce n'est pas un argument recevable. Je pourrais donner un exemple, mais qui est illustratif, ce n'est pas un grand arrêt. C'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 12 mars 2015, numéro 13 MA 02 165. Et dans cette affaire, donc c'est un propriétaire qui conteste le PLU d'Oriol. Il conteste le classement en zone N, donc inconstructible de sa parcelle, et il dit voilà, ma parcelle est desservie par les réseaux, et à proximité, il y a des parcelles bâties. Eh bien, en cette matière, en matière de zonage, le juge administratif exerce un contrôle limité, contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne censure donc que les erreurs grossières effectuées dans le classement. Et c'est très rare. Je n'ai pas de chiffres, hein, mais je dirais, moi, une fois sur 10, peut-être, le classement est annulé, mais en général, le classement est validé. Et donc ici, la Cour administrative dit, certes, il y a des parcelles pas très loin, mais le terrain ouvre un vaste espace naturel, agricole, non construit. Même s'il est desservi par les réseaux, le classement en zone naturelle est justifié.
Le code de l'urbanisme fixe ensuite les règles que la commune peut prévoir dans les différentes zones. Alors, il y a une notion qui joue un grand rôle, c'est la notion de destination. Un immeuble a un objet, une destination. Un décret de 2015 a réduit le nombre de destinations. Il y en a désormais 5. Donc un immeuble peut avoir une destination d'exploitation agricole et forestière, destination d'habitation, de commerce et activités de service, c'est la troisième destination, d'équipement d'intérêt collectif et services publics, et enfin, cinquième destination, autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. Ensuite, vous verrez que dans la partie réglementaire, eh bien, il y a 21 sous-destinations qui ont été définies, qui précisent chacune des 5 destinations. Et alors ensuite, vous verrez, si vous lisez le code de l'urbanisme, que la notion de destination est fréquemment utilisée dans le code, donc il faut la connaître. Vous voyez, par exemple, en zone agricole, article R 151-23, à certaines conditions, les changements de destination peuvent être autorisés. Pareil pour la zone N, article R 151-21, 25. Article R 151-37, le règlement du PLU peut définir des règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière, ou définir pour certaines destinations et sous-destinations des majorations de volume constructible. Selon que vous construisez un immeuble à usage d'habitation ou de commerce, votre volume constructible ne sera pas le même. Ou encore, article R 421-14 du Code de l'urbanisme, sont soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination. Donc, sur une maison existante, s'il y a un changement de destination qui s'accompagne de percement de fenêtres et de modification de la façade, il faut un permis de construire. Vous voyez, notamment, ça va être le cas quand on transforme un bâtiment agricole en maison. On va percer des fenêtres et on va changer la destination. Il faut un permis de construire. Alors, vous voyez, par exemple, pour un décret du 22 mars 2023, pour vous donner un exemple, ce décret a ajouté une sous-destination à la destination équipement d'intérêt collectif et services publics. C'est la dernière, la quatrième parmi les 5 destinations. Et les lieux de culte font partie de cette destination. Le ministère de l'Équipement et la mairie de Paris ont utilisé cette notion de destination. La mairie de Paris, c'est dans un arrêt dont je vais vous donner la référence. C'est un arrêt du Conseil d'État du 23 mars 2023, 23 mars 2023, numéro 468 360. L'arrêt est publié au recueil Le Bon. Dans cette affaire, la ville de Paris a voulu lutter contre un développement de type d'activité commerciale qui se développe depuis quelques années, qu'on appelle les dark stores. Les dark stores, c'est un immeuble, un local dans lequel sont entreposées des marchandises et des livreurs viennent les chercher pour les livrer au domicile de ceux qui les ont commandés par des applications. Donc, c'est très important, le client n'entre pas dans le bâtiment. Ce sont des livreurs qui viennent chercher les produits pour les livrer. Et naturellement, l'intérêt des entreprises qui proposent ce type de service, c'est d'être à proximité des clients, c'est-à-dire en centre-ville, et non pas à la périphérie, parce que si la personne doit, avec son scooter, faire des kilomètres et des kilomètres, eh bien, l'obligation, par exemple, de livrer en un quart d'heure ou en une demi-heure ne sera pas respectée. Et donc, la ville de Paris a voulu lutter contre cette pratique consistant à utiliser une surface commerciale en centre-ville, un commerce, pour le remplacer par cette activité commerciale, mais qui n'est pas un commerce. En tout cas, le problème juridique se posait. Et donc, vous voyez, dans une affaire, la ville de Paris
dans cette affaire donc, du 23 mars 2023, la ville de Paris utilise un pouvoir qu'elle tient d'une loi du 27 décembre 2019, comme tous les maires de France. Lorsqu'un maire constate qu'un constructeur ne respecte pas les règles du code de l'urbanisme, il peut le mettre en demeure de le faire et assortir cette mise en demeure d'une astreinte. Il peut aller, je crois, jusqu'à 15 000 euros. C'est l'article L481-1 du code de l'urbanisme. Donc l'objectif, vous voyez, de cette disposition, c'est de permettre donc au maire, parce que quand le maire constate une infraction aux règles d'urbanisme, il doit saisir, porter plainte, saisir le procureur de la République, et on entre dans le pénal. Et ça va prendre du temps. Et donc souvent, c'est inefficace. Ça le sera, mais tardivement. Donc cette loi de 2019 permet au maire d'avoir un pouvoir répressif. Il met en demeure le constructeur de respecter les règles d'urbanisme, et s'il ne le fait pas, il le condamne à une astreinte. Donc ici, dans cette affaire, le maire de Paris donc, adresse cette mise en demeure à un exploitant qui a installé une surface de vente, mais vente sans accès de la clientèle, dans un ancien commerce. Le maire de Paris soutient qu'il y a changement de destination. Le bâtiment était affecté au commerce, c'est la destination, troisième destination, hein, commerce et activité de service. Et à partir du moment où le bâtiment ne sert plus que d'entrepôt à des livreurs, ce n'est plus un commerce et activité de service, c'est une autre activité de secteur secondaire ou tertiaire, la cinquième activité. Changement de destination. Et donc le maire indique qu'en vertu du code de l'urbanisme, ce changement de destination, qui ne donne pas lieu, comme je disais tout à l'heure, à un changement, à ouverture de fenêtres, changement de façade, n'est pas soumis à permis de construire, mais l'exploitant devait quand même déposer une déclaration préalable. C'est prévu par le code de l'urbanisme. R 421-17. Or, cette déclaration n'a pas été déposée. Donc, le maire met en demeure l'exploitant de l'entrepôt de déposer cette déclaration préalable. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, mais je le verrai plus loin quand je reverrai ce pouvoir de mise en demeure et d'astreinte, c'est que certains pensaient que le maire ne pouvait utiliser ce pouvoir de mise en demeure qu'en cas de travaux irréguliers. Or, ici, il n'y a pas de travaux. Il y a juste un changement de destination. Eh bien, le Conseil d'État juge que le pouvoir que donne l'article L481-1 de mise en demeure sous astreinte s'applique, même s'il n'y a pas de travaux. Il y a simplement non-respect de la réglementation, changement de destination. Et puis ensuite, le Conseil d'État donne raison à la maire de Paris en constatant que un entrepôt sans accès de la clientèle, la solution serait différente s'il y avait un accès de la clientèle. Il n'y en a pas. C'est un dark store, comme ça qu'on dit. Eh bien, alors qu'auparavant c'était un commerce, il y a changement de destination. On est passé de la deuxième ou la troisième destination, troisième, à la cinquième. Ce changement a été soumis à déclaration, comme je l'ai dit, l'exploitant n'a pas demandé cette déclaration, il est donc en infraction. Et puis par ailleurs, dans le zonage en cause du PLU de la ville de Paris, eh bien, les activités qui relèvent de la cinquième destination, activités des secteurs secondaires ou tertiaires, ne sont pas autorisées. Donc l'entreprise n'obtiendra pas, si elle le déposait, si elle déposait la déclaration comme elle en a l'obligation, n'obtiendra pas le droit de changer la destination parce que c'est contraire au règlement du PLU. Voilà une application récente de cette notion de destination. Dans certains cas, l'immeuble est si ancien que l'on a du mal à déterminer sa destination initiale. Est-ce qu'il a changé de destination? Très difficile parce que l'immeuble existe depuis très longtemps. Le Conseil d'État a été saisi de cette question dans un arrêt du 8 juillet 2024, numéro 475 635, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Et donc, dans cette affaire, le Conseil d'État précise que lorsque la destination d'un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d'urbanisme, ni à défaut par des caractéristiques propres qui ne permettant qu'un seul type d'affectation. Effectivement, si vous avez un bâtiment avec des dispositifs pour permettre aux bovins de se nourrir, ben c'est un bâtiment agricole, mais il y a parfois des bâtiments qui ont des caractéristiques qui ne déterminent pas une affectation particulière. Eh bien, dans tel cas, le juge doit apprécier la destination en se fondant
sur l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce. Dans cette affaire, les locaux avaient été construits à la fin du 19e siècle et initialement utilisés par une imprimerie. Et puis par la suite, dans cet immeuble qui abritait une imprimerie, eh bien, cet immeuble est devenu le siège d'une école, l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS, qui est un établissement d'enseignement supérieur qu'il a occupé entre 84 et 2015, soit pendant plus de 30 ans. Compte tenu de ces éléments, le juge a pu considérer que ces locaux avaient perdu leur destination industrielle initiale, l'imprimerie, et compte tenu de leur utilisation suffisamment établie pendant 30 ans, qu'ils relevaient de la destination qui est prévue dans le PLU de la ville de Paris, des SINASPIC, c'est-à-dire immeubles affectés au service public ou d'intérêt collectif, c'est-à-dire la quatrième ou cinquième destination dans la liste que j'ai donnée. Voilà, maintenant j'entre dans un grand B, après avoir vu, donc je viens de voir les zones urbaines, je vois donc, dans un grand, dans un grand B, la réglementation des zones, enfin j'ai vu dans un grand A l'affectation des sols et destinations, je vois dans un grand B la première zone que j'étudie, grand B, réglementation des zones naturelles, agricoles ou forestières. Je traite dans le même paragraphe des zones agricoles et des zones naturelles ou forestières parce que les règles qui s'appliquent, sommairement, interdiction de construire sous réserve d'exception, sont les mêmes. C'est pour ça que je les traite en même temps. Et parce que la partie réglementaire du code les traite fréquemment dans le même article. Je vous rappelle que, en vertu de l'article R 151-22, les zones agricoles sont dites zone A, peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il n'est pas nécessaire, cet article donne lieu à une jurisprudence assez régulière, des propriétaires contestent le classement de leur terrain en zone agricole parce qu'il est inconstructible, donc il n'a pas une valeur considérable dans la mesure où en France, le prix des terres agricoles est très encadré. Et donc, si le terrain est agricole, on ne peut pas le vendre à n'importe quel prix, alors que s'il est à bâtir, dans certaines zones, il va valoir une fortune. Donc en général, le juge administratif est saisi de recours par des propriétaires qui contestent le classement en zone agricole. Ils voudraient que leur terrain soit en zone urbaine. Par exception, j'avais vu dans une autre vidéo le cas, un agriculteur peut au contraire contester le classement en zone urbaine en soutenant que le terrain devrait être classé en zone agricole. Mais c'est rare. Parce que dans ce cas-là, si le terrain, je l'avais dit, si le terrain qui pour l'instant fait l'objet d'une exploitation agricole est classé en zone urbaine, eh bien le bailleur, le propriétaire, si le terrain est en location, pourra résilier le bail rural pour, vendre son terrain au prix du terrain à bâtir. Donc, ce n'est pas bon pour l'agriculteur. Mais c'est assez exceptionnel. Alors, en général, vous savez, un propriétaire conteste le classement de son terrain en zone agricole et dit oh ben, mon terrain ne présente pas de potentiel agronomique. C'est vrai que dans la définition de la zone agricole, il est dit peuvent être classés en zone agricole les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique. Mais c'est un argument que ne retient pas le juge administratif. Une commune peut classer en zone agricole un terrain qui ne présente pas une richesse agricole particulière, parfois des terrains qui sont en friche. Alors, dans ces zones agricoles ou naturelles, petit a, les constructions autorisées. En principe, je le dis, en principe, dans les zones agricoles ou naturelles, il est interdit de construire. Mais par exception, certaines constructions sont autorisées. Je les vois donc dans le petit a. Les constructions autorisées. Voilà ce que dit l'article L 151-11, qui vise, comme vous allez le voir, les zones agricoles et naturelles, ensemble. Le règlement du PLU, dans ces zones agricoles ou naturelles, le règlement du PLU peut autoriser, je le note dès maintenant, il peut autoriser, mais il n'est pas obligé de le faire, autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Deuxième exception, désigner
en dehors des secteurs mentionnés à l'article L151-13, l'article L151-13 vise les STECAL. Ce sont des secteurs constructibles de manière limitée. Je les verrai après dans le petit b. Donc, en dehors de ces secteurs, désigner des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination. Vous voyez, la notion de changement de destination est utilisée dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination en zone agricole est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. C'est une commission qui est présidée par le préfet et dans laquelle sont présents les représentants de la profession agricole, qui peuvent, vous voyez, par un avis conforme, s'opposer à la transformation, c'est ça que ça veut dire, hein, d'un bâtiment agricole en bâtiment notamment d'habitation. Il y a une baisse de l'activité agricole, réduction du nombre d'agriculteurs, les bâtiments agricoles anciens peuvent ne plus être adaptés à l'activité agricole récente, donc on a des bâtiments dans une zone agricole, c'est peut-être pas mal de pouvoir changer leur destination. C'est très encadré. La profession, enfin la commission départementale dans laquelle la profession agricole est présente, peut s'y opposer. Dans les zones agricoles ou forestières, troisième élément, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles. Bah oui, c'est tirer les conséquences de la diversification des activités agricoles. Il y a une ferme, pourquoi ne pas permettre à l'agriculteur, pour améliorer ses revenus, de prévoir un commerce dans lequel il va vendre les produits de son exploitation. Il fallait que le code le permette. Alors, ensuite, pour connaître les constructions qui sont autorisées dans les zones agricoles ou naturelles, il faut se reporter ensuite à la partie réglementaire du PLU, du Code de l'urbanisme, pardon, partie réglementaire. Là, j'ai vu l'article L151-11 qui prévoit 3 constructions autorisées. Équipement collectif, bâtiments dont le changement de destination est autorisé, donc ils sont désignés par le règlement du PLU, bâtiments permettant la commercialisation de produits agricoles. Dans la partie réglementaire, il y a également des constructions autorisées, je dirais même les plus importantes. C'est l'article R 151-23 qui nous indique que dans les zones agricoles sont autorisées les constructions et installations nécessaires, bien entendu, à l'installation agricole ou au stockage et à l'entretien du matériel agricole par les CUMA, coopératives d'utilisation du matériel agricole. Sont autorisées également les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation. Alors, donc dans une zone agricole, les bâtiments agricoles sont autorisés. Quoi de plus naturel? Cela étant, par exception, le règlement du PLU peut interdire la construction de bâtiments agricoles en zone agricole. C'est bizarre, hein? Mais je vous donne un exemple. C'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 31 juillet 2015, numéro 13 PA 04 540. Et dans cette affaire, c'est le PLU de la commune de Fontenay-Trésigny. C'est en Seine-et-Marne. Michel Polnareff y a vécu 2 ou 3 ans dans les années 80, au-dessus du café. Et donc, c'est une commune qui est dans le périurbain, proximité des agglomérations. Et donc, le conseil municipal a approuvé, de Fontenay-Trésigny, a approuvé le 11 janvier 2012 le PLU, et un habitant conteste une délibération qui reproche au conseil municipal d'avoir interdit dans certaines parties de la zone agricole les constructions agricoles. La Cour administrative rejette le recours parce qu'il apparaît que cette zone agricole est à proximité d'une zone industrielle. Donc, il se peut qu'à l'avenir, la zone industrielle soit étendue. C'est un des problèmes souvent. Les communes ne prévoient pas des zones industrielles dimensionnées. Et puis, une entreprise dit, moi, je ne peux plus rester dans la commune, je ne peux pas m'étendre. Donc, le PLU de Fontenay-Trésigny a prévu cette éventualité en indiquant que le terrain à côté de la zone agricole est un terrain en zone agricole, hein, à côté de la zone industrielle est un terrain en zone agricole parce qu'il fait l'objet d'une exploitation agricole, mais interdit les constructions sur ce terrain. L'agriculteur pourra construire, mais plus loin, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que dans 10 ans, la zone industrielle devra s'agrandir
et qu'il sera plus facile de l'agrandir s'il n'y a pas de bâtiment agricole à cet endroit-là, même si dans l'attente, bah, le terrain est toujours affecté à l'activité agricole, mais sans construction. Alors, sont également autorisés les bâtiments d'habitation de l'agriculteur si sa présence à proximité de l'exploitation est indispensable. Vous voyez, les bâtiments agricoles sont autorisés en zone agricole, mais également le bâtiment d'habitation de l'agriculteur s'il démontre que sa présence permanente à proximité de l'exploitation est indispensable. Alors, ça oblige le juge à se demander si l'activité est agricole déjà. Alors, pour savoir si une activité est agricole, il est possible de se reporter à l'article L311-1 du Code rural qui définit l'activité agricole. C'est un élément sur lequel le juge administratif va se fonder pour dire bah oui, cette activité est agricole. Et puis après, donc est-ce que la présence de l'agriculteur, cet article L311-1, peut être utilisé quand une personne veut construire un bâtiment en disant c'est un bâtiment qui est nécessaire à l'activité agricole. Est-ce que l'activité est agricole? On n'aura pas de doute si c'est une activité d'élevage, céréalier, etc. Mais après, il y a des activités qui peuvent être tangentes. Et puis, le juge devra ensuite se demander, quand l'agriculteur souhaite construire, si sa présence indispensable est nécessaire à proximité de son exploitation. Alors, un point déjà. Quand l'agriculteur a une activité céréalière, il aura du mal à démontrer que sa présence à proximité de ses bâtiments est indispensable. Vous voyez, même récemment, les vols dans les fermes se multiplient parce que sur le matériel agricole, les tracteurs, les moissonneuses, etc., il y a des dispositifs électroniques d'une grande richesse, d'une grande valeur. Donc, on vole maintenant. Et donc, un agriculteur, cour administrative d'appel de Marseille, 16 juin 2020, numéro 19 MA 02 928. Donc, le maire de Bessan refuse de délivrer un permis à un agriculteur qui voudrait s'installer à proximité de ses bâtiments agricoles. Il a une exploitation d'arbres fruitiers, de légumes. Ce n'est pas une activité qui exige la proximité immédiate. On n'a pas besoin de rester à côté pour voir pousser les légumes. Mais il dit, j'ai du matériel agricole de valeur, j'ai peur qu'on me le vole. Il y a déjà eu des vols. Ce n'est pas un argument suffisant. Donc, l'agriculteur obtiendra l'autorisation de construire sa maison à côté de ses bâtiments s'il a une activité d'élevage. Alors, il y a des cas parfois qui sont anecdotiques, hein, mais assez amusants. Vous voyez, par exemple, on peut citer un arrêt de la Cour administrative de Marseille, 8 février 2022, numéro 19 MA 03 635. Et dans cette affaire, vous voyez, c'est un éleveur d'escargots qui soutient que sa proximité, à proximité de son élevage est indispensable. Alors, la Cour administrative d'appel de Marseille constate tout d'abord qu'un élevage d'escargots est une activité agricole, au sens de l'article L311-1. En revanche, la proximité de l'éleveur, la présence de l'éleveur à proximité de son exploitation n'est pas indispensable. Donc, on lui refuse le droit de construire sa maison. L'éleveur indiquait qu'il avait peur de fuite des escargots. Mais la Cour administrative observe qu'il habite à 10 km, c'est-à-dire à 15 minutes en voiture, et qu'un escargot fait du 4 mètres à l'heure. Donc, même s'il s'enfuit, l'agriculteur aura le temps de le rattraper. Dans une commune qui n'est pas couverte par un PLU, j'ai vu ça, elle est couverte par le Règlement national d'urbanisme, que j'ai vu dans une vidéo précédente. Et je vous ai dit que dans une commune non couverte par le PLU et couverte donc par le Règlement national d'urbanisme, il est interdit de construire en dehors des espaces urbanisés, mais il y a des exceptions, et notamment pour les bâtiments agricoles. Et la même chose, il y a exception pour la maison de l'agriculteur, s'il démontre que sa présence à proximité de son exploitation est nécessaire selon les mêmes règles que je viens de voir. Là, cette fois, l'exception est fondée sur l'article L111-4 du Code de l'urbanisme qui dispose que sont autorisées en dehors des espaces urbanisés, dans les communes non dotées d'un PLU, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Parmi ces installations nécessaires, constructions nécessaires, il y a la maison, si la présence de l'agriculteur à proximité est indispensable. En général, un agriculteur qui souhaite construire sa maison
à proximité d'un bâtiment agricole commence à demander un permis de construire pour construire un bâtiment agricole qu'il obtiendra en zone agricole, puisque c'est une des exceptions possibles. Ça lui permet, par exemple, d'avoir un terrain, il est propriétaire d'un terrain, mais il a un terrain à bâtir. Et puis après, il demandera un permis de construire une maison qu'il obtiendra s'il démontre, selon les principes que je viens de voir, que sa présence à proximité est indispensable. La pose de panneaux photovoltaïques sur le toit d'un bâtiment agricole ne lui enlève pas son activité, son caractère agricole. Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juin 2020, numéro 17 MA 03 953. À certaines périodes, l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques était vendue, il y avait une obligation d'achat pour EDF, à des prix très élevés. Donc, il y a des agriculteurs qui construisaient un bâtiment agricole pour y mettre surtout pour mettre des panneaux sur le toit. C'est moins intéressant aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il y a des panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité sur le toit de l'immeuble que ça ne reste pas un bâtiment agricole si en dessous, bien sûr, il y a une activité agricole. Cour administrative d'appel de Paris, 9 décembre 2021, numéro 21 PA 01 564, une piscine, mais il y a une disposition qui a été votée dans une loi Macron de 2015 qui permettra peut-être de déroger à ce principe. Une piscine n'est pas une construction autorisée en zone agricole. Par un arrêté de 2018, le maire d'Iverny, c'est en Seine-et-Marne, s'est opposé à une déclaration préalable déposée par un propriétaire qui voulait construire une piscine dans une zone A, dans la zone agricole. Eh bien, la Cour administrative d'appel de Paris juge que la construction de piscines ne figure pas parmi les constructions autorisées dans la zone A. Ce n'est pas une construction et installation nécessaire à l'exploitation agricole, et ce n'est pas non plus, la deuxième exception, je l'ai vu tout à l'heure, une construction, installation, extension ou annexe au bâtiment d'habitation autorisé en zone agricole. Je ferai une petite réserve tout à l'heure parce qu'il y a une disposition légale qui semble aujourd'hui permettre la construction de cette piscine. Autre précision, le règlement du PLU peut autoriser certaines constructions en zone agricole, mais il n'est pas tenu de le faire. D'ailleurs, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de Fontenay-Trésigny, où le terrain est classé en zone agricole, et pourtant, à un endroit, le maire, enfin le règlement du PLU, n'a pas autorisé la construction de bâtiments agricoles. Exemple d'application, Cour administrative d'appel de Paris, 7 décembre 2023, numéro 22 PA 04039. Le conseil municipal de Villebéon, Seine-et-Marne, a approuvé son PLU. Un propriétaire conteste le classement de sa parcelle en zone forestière et surtout que le règlement n'a pas autorisé les constructions et installations nécessaires à la transformation, conditionnement, commercialisation des produits agricoles. Alors que je vous ai dit que ça faisait partie des exceptions. Eh bien, la Cour rejette l'argument. Certes, le règlement du PLU peut autoriser, c'est le code qui le prévoit, c'est l'article L151, je ne sais plus combien, que j'ai donné il y a deux minutes, peut autoriser de telles activités dans ces zones, activités qui sont le prolongement de l'activité agricole, mais ce n'est pas une obligation. Le juge vérifiera cependant qu'il n'y a pas une erreur manifeste d'appréciation, parce qu'en principe, dans ces zones, de telles constructions peuvent être autorisées. Mais ici, il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation parce que le requérant ne justifie pas que les constructions et installations qui pourraient être autorisées s'inscriraient dans le prolongement d'un acte de production agricole. Alors maintenant, petit b, extension des bâtiments d'habitation. C'est une autre possibilité dans les zones agricoles et naturelles. Parce que je vous l'ai dit, un PLU est adopté, mais quand la commune adopte le PLU, il y a des maisons qui se trouvent à 1 kilomètre du bourg et qui vont être classées en zone naturelle ou agricole. On ne pourrait rien faire sur ces maisons. Qu'on ne puisse pas construire une maison neuve, non, ça, c'est pas possible, dans une zone agricole ou naturelle. Mais modifier et agrandir la maison qui existe, c'est autre chose. Alors, l'article L151-12 dispose que dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L151-13, c'est-à-dire les STECAL que je verrai après, les bâtiments d'habitation existants
peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement du PLU doit préciser la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement, donc, qui vont autoriser à certaines conditions et identifier les travaux possibles, devront faire l'objet d'un avis, mais qui n'est pas un avis conforme, de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette disposition a été ajoutée dans le Code de l'urbanisme par la loi Macron du 6 août 2015. C'est la loi qui crée les bus Macron. Donc cette disposition permet au règlement du PLU de délimiter des périmètres autour des bâtiments existants, en zone agricole ou naturelle, dans lesquels seront autorisées les annexes. Une annexe se différencie d'une extension dans la mesure où elle n'est pas nécessairement dans la continuité du bâti existant. Par exemple, un garage indépendant, un abri de jardin ou une piscine. C'est ce qui me fait dire que la règle que j'ai citée tout à l'heure qui disait il n'est pas possible de construire une piscine dans un bâtiment agricole doit être tempérée par cette disposition. Alors, un des problèmes qui se pose, c'est la coexistence des bâtiments agricoles et des bâtiments d'habitation. Voyez, on voit ça souvent, les urbains, c'est-à-dire des personnes qui vivent à la ville et qui viennent s'installer à la campagne et qui n'acceptent pas les nuisances classiques à la campagne, nuisances olfactives, les odeurs dégagées, par exemple, par une exploitation agricole. C'est pour éviter ce problème que l'article L111-3, L111-3 du Code rural pose une règle de réciprocité. Voilà ce que dit cet article. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence, voyez, réciproquement, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers, c'est-à-dire les habitations, à toute nouvelle construction et à tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de construction existantes. Donc, que dit cette règle? Si, quand un agriculteur veut construire un bâtiment agricole, c'est-à-dire un bâtiment d'élevage, c'est ça qui va dégager les odeurs, par exemple, si la réglementation lui impose de respecter une règle de distance par rapport aux habitations, réciproquement, une fois qu'il aura construit son bâtiment d'élevage aux distances fixées, réciproquement, cette règle de distance s'imposera à celui qui voudrait construire une maison d'habitation. Les règles de distance sont prévues essentiellement soit par la police des installations classées, soit par le règlement sanitaire départemental, qui est un règlement adopté par le préfet. Et ce règlement, qui est le calque d'un règlement type adopté par le ministre, va prévoir des règles de distance pour les bâtiments d'élevage, selon la taille du bâtiment d'élevage, selon la nature de l'élevage. Eh bien, ces règles vont s'appliquer réciproquement à celui qui voudrait construire une maison à proximité d'un bâtiment d'élevage existant. Alors, appliquer au pied de la lettre ces règles de distance prévues par le règlement du PLU rendrait les constructions impossibles dans les villages. Imaginez, vous avez une ferme au milieu du village, bah, s'il faut respecter une règle de distance, ça va être difficile. C'est pour ça que l'article L111-3 prévoit que dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles normalement applicables peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Sinon, on ne pourrait plus construire dans les villages s'il y a une ferme au milieu, vous voyez. Ces règles sont fixées par le PLU ou dans les communes non dotées d'un PLU par délibération du conseil municipal, pris après avis de la chambre d'agriculture. Dans les secteurs où ces règles spécifiques ont été fixées, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant, c'est-à-dire peu importe, la proximité des bâtiments d'exploitation. Mais il faut que le PLU déroge expressément aux règles de distance. Ainsi, par exemple, le règlement du PLU d'une commune de la Loire, Saint-Genest-Malifaux,
à matérialiser dans les documents graphiques du règlement du PLU, par un rond rouge autour de chaque exploitation agricole, un périmètre de 100 mètres autour des bâtiments d'élevage. Mais selon la Cour administrative, les auteurs du PLU n'ont pas entendu, en dessinant ces ronds, faire usage de la faculté de prévoir des règles d'éloignement différentes de celles découlant du règlement sanitaire départemental. Donc, c'est les règles de distance du règlement sanitaire départemental qui s'appliquent. Autre précision, l'article L111-3, alinéa 1er, précise que la règle de distance ne s'impose pas lorsqu'il s'agit de l'extension d'une maison existante. Donc, quelqu'un a une maison, il veut l'agrandir, l'agriculteur ne peut pas lui opposer la règle de distance prévue par le règlement sanitaire départemental. C'est donc à tort que le maire de Plabennec, Finistère, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par un agriculteur. Ah oui, pardon, avant de citer l'arrêt de Plabennec. À l'inverse, la règle de distance s'applique lorsqu'il s'agit de l'extension d'un bâtiment d'élevage. Lorsque quelqu'un veut agrandir sa maison d'habitation, l'agriculteur ne peut pas lui opposer les règles de distance, mais lorsque l'agriculteur veut agrandir son exploitation agricole, celui qui est propriétaire d'une maison à distance peut lui opposer les règles de distance prévues par le règlement sanitaire départemental. C'est donc à tort que le maire de Plabennec, Finistère, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par un agriculteur qui voulait agrandir son silo d'ensilage. Car cette extension va porter l'exploitation agricole à moins de 100 mètres d'une maison, alors que le règlement sanitaire départemental impose cette règle de distance de 100 mètres pour les bâtiments d'élevage ou les silos. Petit c, les stécales. Dans les zones agricoles et naturelles, il est interdit de construire, sauf des bâtiments agricoles, sauf l'agrandissement de maisons existantes. Alors, ça peut rendre difficile, ça peut poser dans certains cas des contraintes très fortes. Notamment, vous avez des zones dans lesquelles l'urbanisation est assez éparpillée. Donc, si on dit, voilà, tel terrain est classé en zone agricole ou naturelle, il est interdit de construire, alors qu'il y a déjà quelques maisons et on pourrait agrandir un peu cet espace urbanisé. C'est pour ça que le législateur a créé des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée. Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, STECAL. Les STECAL sont prévus à l'article L151-13. Voilà ce que dit cet article. Le règlement du PLU peut, à titre exceptionnel, ça a été ajouté par la loi Allure de 2014, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, STECAL, dans lesquels peuvent être autorisées des constructions, premièrement, des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs, aires d'accueil des gens du voyage, parce qu'on veut pas en général, les gens ne veulent pas qu'ils soient dans le village, donc on les mettra ailleurs. Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Voilà les 3 exceptions. Donc, dans la zone agricole et naturelle, il est interdit de construire, sauf les 2 exceptions que j'ai vues. Et donc, on délimite des stécales dans lesquels il sera possible de construire. Maisons, aires d'accueil des gens du voyage, résidences démontables. Le règlement, le STECAL précise, le règlement du PLU précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. La loi précise, c'est l'article 151-13 toujours, que le caractère exceptionnel du STECAL s'apprécie entre autres critères en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. Donc, la commune n'a pas ou l'intercommunauté n'a pas une liberté complète pour délimiter des zones constructibles à l'intérieur des zones agricoles ou naturelles qui ne le sont pas, les STECAL. Elle doit, d'abord c'est exceptionnel, et puis elle doit tenir compte de ces critères. L'élément, le fait qu'il y ait déjà des constructions, que naturellement c'est desservi par les réseaux, ça plaide en faveur de la possibilité d'une STECAL. Cela étant, les STECAL, c'est une notion qui ont été créées par la loi du 12 juillet 2010. C'est la loi Grenelle II, Engagement national pour l'environnement. Mais
le législateur, ayant eu l'impression que la commune abusait de cette possibilité de délimiter les zones constructibles à l'intérieur de zones agricoles ou naturelles qui, en principe, ne le sont pas, eh bien, le législateur, en 2014, a indiqué que la STECAL doit être exceptionnelle. Et donc ça restreint fortement. Par exemple, selon les services déconcentrés de l'État, j'ai trouvé cette information dans un rapport de l'Assemblée nationale de 2016 sur l'application de la loi Allure, eh bien, les services déconcentrés de l'État auraient indiqué aux collectivités territoriales que le caractère désormais exceptionnel des STECAL signifiait que leur nombre devait être limité à 1 ou 2 par PLU. Il ne peut pas y en avoir 10. Autre exemple, hein, on a de la jurisprudence maintenant là-dessus, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai, Cour administrative d'appel de Douai, 17 novembre 2020, numéro 19 DA 01472. Et donc, dans cette affaire, c'est le PLU de Doulbec-Cocherel, c'est dans l'Eure. La commune a créé dans une zone N une STECAL de 40 hectares, qui représente 48 hectares, qui représente, la zone N fait 390 hectares. Ça représente 12% de la zone N et 4% du territoire de la commune. Eh bien, la commune, la cour administrative censure parce que ça ne présente pas un caractère exceptionnel. 12% de la zone, ce n'est pas un caractère exceptionnel. Erreur manifeste d'appréciation. Alors, je vois maintenant, je crois que je le verrai dans la vidéo prochaine, je verrai dans la vidéo prochaine les zones urbaines.